9,62 grammes, presque 3 cm de long. Elle est couverte d'un revêtement de métal, légèrement jauni. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce petit objet métallique, c'est une balle. Son étiquette, au sein des collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, indique qu'elle émane d'un fusil. Une note précise. Le docteur Georges Henny, délégué du CICR à Séville durant la guerre, a été blessé lors d'un atterrissage forcé de l'avion qui devait le ramener en France avec 2 jeunes orphelines espagnoles confiées à sa charge. Un autre occupant de l'avion a été tué. Il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité d'un homme. J'ai mené une enquête, un peu comme une enquête policière. Je me suis posé la question qui avait tiré, pourquoi. Je suis Sébastien Faré, directeur exécutif de la Maison de l'Histoire à l'Université de Genève, et je suis historien spécialiste de l'histoire espagnole et de l'histoire de l'humanitaire. Mais une enquête policière commence toujours par une identification de la victime. Daniel Palmieri, historien au CICR, peut y contribuer. Georges Henny était un délégué du CICR très brièvement, donc entre visiblement septembre et décembre 1936. Et il fait partie de cette grande cohorte de personnes recrutées par le CICR à l'occasion de la guerre civile espagnole. Il faut dire que le CICR, à l'époque, est une structure qui est très petite, administrative et basée à Genève. Donc il n'y a pas, comme aujourd'hui, des représentants du CICR qui sont régulièrement sur le terrain ou postés fixement sur le terrain. Au moment où éclate la guerre d'Espagne, justement, le CICR cherche à recruter des collaborateurs pour des missions très courtes, c'est souvent 3 mois ou 6 mois renouvelables. Donc le CICR va recruter des jeunes personnes, que des hommes. Il les veut médecins, parce qu'il faut aussi avoir une capacité, le cas échéant, de pouvoir apporter des soins. La plupart de ces nouveaux engagés sont également des membres de l'armée suisse, tout simplement parce que c'est une expérience de guerre qui peut être utile plus tard, parce que tout le monde sait qu'à terme, il va y avoir un conflit, si ce n'est généralisé en tout cas entre l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, non pas pour le CICR, mais pour l'armée suisse et les autorités helvétiques. Ça peut être un plus d'avoir expérimenté la guerre en tant que neutre, de revenir avec cette expérience, notamment une expérience médicale pour savoir quelles sont les armes utilisées et comment pouvoir traiter les blessés. Georges Henny est donc médecin, premier lieutenant de la compagnie sanitaire de montagne, né à Genève le 10 avril 1907 et envoyé en Espagne en septembre 1936. La guerre civile a éclaté 2 mois plus tôt suite à un putsch lancé par le général Franco. Elle oppose les militaires nationalistes au gouvernement républicain. Un Estado totalitario armonizará en España. ¡Viva España! Des délégués du CICR sont désignés pour chaque camp. Georges Henny est nommé à Madrid et non à Séville, comme indiqué dans la note accompagnant la balle. Sébastien Faré. Il va s'occuper pendant ces quelques semaines essentiellement des prisonniers enfermés dans les prisons de Madrid. C'est principalement des pro-nationalistes favorables au camp franquiste, où ils font partie de l'élite sociale de la société espagnole. Et en fait, en novembre 1936, une partie de ces prisonniers ont été littéralement sortis pour être amenés au nord de Madrid, et 2300 prisonniers ont été fusillés. Le délégué Georges Henny a été témoin de ces événements. Il s'est forcé du début novembre jusqu'à début décembre à dresser les listes des personnes disparues, à essayer de protéger les prisonniers qui pouvaient être aussi menacés par ces massacres. Et c'est dans ce contexte qu'il monte dans cet avion qui appartient à l'ambassade française. Son objet est de rentrer à Genève pour prendre une première pause après des semaines extrêmement stressantes durant lesquelles il a pris pas mal de risques. C'est aussi le moment pour lui de faire un rapport plus précis à Genève de ses activités. Il est assez isolé, la ville est en état de siège, les troupes franquistes entourent la ville qui est quotidiennement bombardée par l'aviation italo-allemande. Le 8 décembre 1936, vers midi, le délégué Henny embarque donc dans un bombardier Potez 54 transformé en avion civil. Il assure une correspondance hebdomadaire entre Toulouse et Madrid suite à l'arrêt de la ligne Air France. Avec lui, les journalistes français André Château et Louis Delapré, ainsi que 2 jeunes enfants. Quelques minutes plus tard, la carlingue est mitraillée et le pilote atterrit en urgence près du village de Pastrana. Henny est blessé et sera évacué durant la nuit vers la capitale espagnole. Delapré est mort.
Qui a tiré? Et pour quelles raisons? Qui était visé? Chaque camp émet ses hypothèses. Du côté nationaliste, bien sûr, on pointe les chasseurs, donc les avions soviétiques, comme responsables de ce tir. On accuse la République de vouloir empêcher l'arrivée de l'avion à Genève, car le délégué aurait dans sa sacoche un rapport qui témoignerait des massacres qui ont été menés à Madrid. Mais le rapport a déjà été envoyé à Genève et le CICR n'a pas pour habitude de faire du tapage afin de préserver ses activités sur le terrain. Et si c'était le journaliste de Paris Soir, Louis Delaprée, qui était visé? Pourquoi un grand journaliste, respecté pour son professionnalisme et son apolitisme, aurait été le sujet d'une attaque dans l'avion soviétique au moment où ce journaliste et ses articles étaient en train de dénoncer les bombardements de l'aviation fasciste? C'était devenu le principal vecteur d'un retour d'opinion favorable dans l'opinion internationale. Et voilà. Et du côté républicain, on va bien sûr pointer l'aviation franquiste qui cerne la ville, qui la bombarde. Et on considère que l'attaque d'un avion français, donc d'un État plutôt favorable aux intérêts républicains, s'inscrit dans la logique de la guerre et dans l'agression menée par les puissances fascistes en Espagne. Mais pourquoi menacer la vie d'un délégué ayant œuvré pour les prisonniers de son camp? Plus de 80 ans après les faits, la redécouverte de la balle par Sébastien Faré permet d'identifier l'origine du tir grâce au concours d'un spécialiste en balistique. Différents éléments coïncident parfaitement avec l'identification d'une balle produite en Europe de l'Est. Son poids, 9,62 grammes, 2,9 cm. C'est le calibre le plus utilisé à ce moment-là par l'armée soviétique. Le deuxième élément, c'est qu'elle réagit en aimant, donc elle a un revêtement ferromagnétique, ce qui est caractéristique de l'industrie des balles d'Europe de l'Est. Et puis elle a 4 marques qui ont fait le tour de la balle, caractéristiques des marques laissées par les canons des mitrailleuses soviétiques. C'était bel et bien un chasseur soviétique. On connaît même le nom du pilote. Il s'agit d'une grande vedette de l'aviation soviétique qui s'appelle Georgi Sakharov, qui va être l'un des héros de l'aviation soviétique à Stalingrad, un grand pilote de l'histoire de l'Union soviétique. Ces avions soviétiques, pour être précis, c'est des Polikarpov I-16 qui ont été envoyés en Espagne à partir du mois d'octobre 1936 par Staline et qui ont commencé à voler dans le ciel de Madrid fin octobre, donc un peu plus d'un mois avant cette attaque, et qui ont participé à l'internationalisation de ce conflit, puisque dans le ciel de Madrid, on assistait au combat entre les avions soviétiques contre les avions de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nationale-socialiste. Un avion soviétique donc, mais reste la question, pourquoi avoir tiré? Retour aux hypothèses précédentes. Je vais peut-être décevoir certains lecteurs de romans policiers. On attend toujours un dénouement passionnant et de mettre en évidence des affaires troubles, pleines de manipulations et de retournements inattendus. Ma conclusion, elle est d'une tragique banalité. Je pense que c'est une erreur de l'aviation républicaine. C'est une erreur du pilote soviétique. Cet argument, il est renforcé par le témoignage d'un pilote républicain qui était le premier pilote espagnol à participer à l'aviation soviétique en Espagne, qui va devenir le chef de l'aviation républicaine. Et durant les années 70, il écrit ses mémoires. Il décrit notamment son expérience des combats aériens durant la guerre d'Espagne. Et il y a quelques lignes dans ses mémoires qui évoquent l'attaque malheureuse d'un avion civil français suite à un reflet du soleil sur la carlingue de l'avion attaqué. Un reflet qui aurait fait croire à des tirs de la part de l'avion français et amené cette balle dans la cuisse du délégué Henny. Cette balle, justement, on ne sait pas si elle est rapportée à Genève par Georges Henny ou quelqu'un d'autre. La première mention dans les archives du CICR date de février 1937, selon Daniel Palmieri. On retrouve la trace de cette balle en mars 1986, au moment où l'objet est remis au premier conservateur du musée, donc avant l'ouverture même du musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par un archiviste photographique. À l'époque, le musée cherche des objets, donc il demande tous azimuts à différentes personnes, à différentes sociétés de la Croix-Rouge, des objets pour justement constituer sa collection. Donc là, comme je dis, c'est une balle qui zigzague dans les mystères de l'histoire, parce qu'on a une indication que peut-être le CICR la récupère en février 1937, et qu'en mars 1986, il la remet au musée. Mais
mais je ne peux pas jurer que c'est le même objet entre 37 et 86. Je ne peux pas vous jurer que c'est la balle qui a été tirée en 1936 contre la jambe du délégué Eni. Une balle perdue, en quelque sorte, mais qui rappelle que les collaborateurs et collaboratrices du CICR travaillent dans un environnement dangereux. Depuis la fondation du mouvement en 1863, plus d'une centaine ont été tués en effectuant leur travail. Cette balle de fusil clôt ce voyage en 10 épisodes parmi les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous en avez manqué ? Vous pouvez retrouver l'intégralité de la saison 1 sur le site internet du musée et via les plateformes de podcast. Merci pour votre écoute.